Épisode 8, Simone Veil, une témoin de la Shoah. Nous n'avons pas parlé parce qu'on n'a pas voulu nous écouter. Entre 1944 et 1948, les survivants de la Shoah sortent progressivement des camps et tentent de reprendre une vie normale après l'extermination de près de 6 millions de juifs d'Europe. Cette période est marquée par une question essentielle. Faut-il témoigner de ce qui a été vécu ou se taire ? À travers l'exemple de Simone Veil, on comprend que le témoignage n'est ni évident ni immédiat. Entre le besoin de parler, le sentiment de ne pas être entendu et le refus de témoigner, la parole des survivants se construit difficilement dans l'immédiat après-guerre. À partir de 1944, avec la libération des camps de concentration et d'extermination, les survivants comme Simone Veil reviennent marqués à vie par la déportation. Très vite, certains ressentent le besoin de raconter ce qu'ils ont vu et vécu. Témoigner devient une manière de rendre hommage aux morts et de donner un sens à leur survie. Cependant, cette parole est douloureuse. Parler, c'est revivre les humiliations, la faim, la peur et la violence. Malgré cela, Simone Veil choisit peu à peu de témoigner, convaincue que la mémoire de la Shoah doit être transmise pour éviter l'oubli. Dès cette période, le témoignage apparaît comme un acte de mémoire, mais aussi comme un combat intérieur. Après la guerre entre 1945 et 1947, les survivants se heurtent souvent à l'indifférence ou à l'incompréhension. Comme le dit Simone Veil, nous n'avons pas parlé parce qu'on n'a pas voulu nous écouter. La société française est alors davantage préoccupée par la reconstruction du pays que par l'écoute des récits des camps. Même lorsque les survivants parlent, leurs paroles semblent trop dures, trop incroyables pour être comprises. Ce manque d'écoute pousse certains à se taire malgré leur volonté de témoigner. Simone Veil elle-même explique qu'il est difficile de trouver la bonne mesure. Soit on parle trop, soit on n'en parle pas assez. Le témoignage existe, mais il reste fragile et souvent marginalisé dans l'espace public. Le 4 mars 1947, l'Assemblée nationale reçoit l'étudiante Simone Veil, qui décrit la vie entre jeunes femmes de confession juive à Auschwitz. En creux, l'idée de race juive, telle qu'elle était débattue dans la France de la Libération. 1994, Simone Jacob vient d'épouser Antoine Veil. Elle prend le nom de son mari et s'appelle désormais Simone Veil, de ce nom qui accompagnera tout son parcours politique plus tard. Elle est étudiante à Sciences Po, qu'elle a intégrée en octobre 1945. Elle était alors un peu en retard sur la rentrée universitaire, début janvier 1945, alors que ses congénères se préparaient à la rue Saint-Guillaume. Elle se trouvait encore au camp de concentration d'Auschwitz. En 1947, Simone Veil n'imaginait sans doute pas que l'Assemblée nationale de Paris, dans le palais Bourbon, deviendrait un jour son terrain de témoignage. À 19 ans, quelques années seulement, après sa libération des camps, elle se retrouve dans cette institution pour la première fois à un moment crucial de son histoire. Ce jour-là, alors qu'elle prend la parole pour témoigner, elle sait que le poids de son récit dépasse largement son expérience individuelle. L'Assemblée, un lieu symbolique de la République, est alors le cadre d'un événement où les survivants comme elle se battent contre l'oubli. Simone Veil y va non seulement pour dire ce qu'elle a vécu, la déportation, la douleur de perdre sa famille, la violence de l'extermination, mais aussi pour ouvrir les yeux d'une nation qui a à l'époque préféré souvent tourner la tête. Beaucoup de survivants, notamment dans son propre entourage, ne veulent pas revivre ce traumatisme en parlant. C'est un fardeau insupportable, mais Simone Veil choisit de le porter et de le partager, malgré la douleur que cela représente. Ce n'est pas juste une prise de parole, c'est un acte de résilience. Elle parle pour ceux qui ne sont plus là, pour les millions de victimes de la Shoah. C'est un moment intense, une femme jeune, encore marquée par l'horreur, mais déjà déterminée à briser le silence. Rien ne s'efface, dira-t-elle plus tard. Et ce jour-là, elle a bien compris que c'est la mémoire portée par la parole qui peut empêcher l'oubli. Mais l'histoire de Simone Veil ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, c'est la même assemblée qu'elle reviendra en 1975, cette fois pour défendre un autre combat, celui de la législation, de l'avortement, de la déportation à la loi Veil. Le lien fort, une femme qui, après avoir survécu l'inimaginable, se bat pour donner aux autres des droits fondamentaux qui, selon elle, ne peuvent être négociés. Simone Veil revient à l'Assemblée en 1995, presque 50 ans après, pour rappeler cette mémoire, non seulement pour elle, mais pour tout un peuple. Et si, au début, elle avait pris la parole en 1947 en tant que témoin de l'injustice passée, en 1995, c'est en tant que leader, figure politique et défenseur de la mémoire qu'elle revient pour une nouvelle génération, un cercle qui se ferme, mais qui n'a jamais été aussi nécessaire. Pour conclure, entre 1944 et 1948, les premiers témoignages de la Shoah oscillent entre parole et silence. Les survivants essayent de témoigner, mais se sentent souvent incompris, et certains choisissent le silence pour survivre. À travers le parcours de Simone Veil, on comprend que le témoignage est à la fois une nécessité historique et une épreuve personnelle. Malgré ses limites, il demeure essentiel pour présenter la mémoire de la Shoah et empêcher l'oubli où la négation ne s'installe.